Le Conseil économique, social et environnemental avait proposé une définition dans son avis qui consistait à dire que c'est une situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Les relations d'une qualité insuffisante sont celles qui produisent un déni de reconnaissance, un défaut de sécurité et une participation empêchée. Le risque de cette situation tient au fait que l'isolement prive de certaines ressources impératives pour se constituer en tant que personne et accéder aux soins élémentaires et à la vie sociale. Vous avez différents marqueurs et facteurs d'isolement social qui sont les traits de caractère, l'état de santé, les moyens financiers, les moyens de transport, notamment les problèmes de mobilité, l'accessibilité des loisirs, le défaut d'activité adaptée aux capacités cognitives par exemple des personnes âgées, l'accès à des ressources d'accompagnement. Les personnes âgées disent souvent dans leur discours qu'elles aimeraient être accompagnées pour être réassurées notamment dans leurs déplacements, les habitats collectifs, un isolement social en résidence est totalement différent d'un isolement à domicile, et les nouvelles technologies. Alors je vais demander à Véronique Besse de réagir sur cette difficulté de définir l'isolement social et de nous donner sa conception de l'isolement. Tout d'abord, il y a un paradoxe quand même qu'on peut souligner, c'est que nous sommes dans une société qui n'a jamais autant communiqué et paradoxalement, les gens n'ont jamais été aussi seuls en fait. Et on voit que ça touche, vous l'avez dit, toutes les générations. On parle beaucoup des jeunes et je pense qu'on ne prend pas assez en considération l'isolement des jeunes, des étudiants. Je crois qu'il y a un jeune sur deux qui se dit isolé, qui se sent seul. Les personnes âgées, bien évidemment, et on l'a vu, ça a été renforcé avec le Covid, puisque beaucoup d'EHPAD étaient fermés, donc les familles ne pouvaient pas venir voir leurs aînés, les animations n'avaient pas lieu, etc. etc. Et puis, on a aussi une société qui, en fait, c'est un constat, les liens familiaux sont distendus, parce que les gens sont souvent très loin, et ne peuvent pas accompagner comme il se doit leurs aînés, etc., etc. Donc l'isolement social, en fait, avant, c'était peut-être réservé à une catégorie de personnes bien spécifiques, avec des personnes qui, j'allais dire, étaient dans la société un peu, alors je vais dire un gros mot, mais un peu des cas sociaux. Enfin, on disait, voilà, l'isolement social, parce que cas sociaux, c'est des gens qui n'ont pas de repères, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Je pense que ça concerne vraiment toutes les générations. Malheureusement, j'allais dire, et que l'isolement social, on ferme les yeux, ou on ne veut pas voir, ou on ne fait pas assez attention, mais c'est un sujet vraiment à prendre en compte, et on le voit dans nos CCAS d'ailleurs, on le voit vraiment d'une manière très, très prégnante, mais aussi à toutes les personnes qu'on ne connaît pas dans nos CCAS, et dans nos villes et dans nos communes, qui sont isolées parce qu'elles sont arrivées chez nous un peu par hasard, par l'emploi, par choix ou divers canaux, mais elles arrivent seules et elles n'arrivent pas à s'intégrer. Et puis il y a les étudiants qui sont là aussi un peu, quelquefois, qui n'ont plus de repères familiaux, qui sont seuls. Et on a les personnes âgées à l'autre bout de la chaîne qui elles aussi sont seules, soit à domicile, soit dans les EHPAD. On a encore dans certaines communes, et fort heureusement, des solidarités de voisinage, des solidarités familiales. Solidarité de voisinage, c'est-à-dire quand on voit que la petite grand-mère qu'on connaît bien n'a pas ouvert ses volets un matin, on se dit tiens, il y a peut-être un problème. On va l'aider à faire des courses, on va l'aider à aller porter ses poubelles, etc. etc. Enfin, des petits soucis quotidiens, on va l'accompagner. Mais c'est de moins en moins vrai dans nos communes parce qu'on se méfie. On est dans une société très très individualiste, où on se replie sur soi et on ne s'occupe pas beaucoup des autres. Et puis les solidarités familiales, c'est aussi parce que la vie fait qu'on est souvent loin de ses anciens et que les liens aussi se distendent pour plein de raisons. Il y a des conflits familiaux, etc. Et que la personne âgée, elle est souvent très seule et vieillit vite et vieillit mal. Donc l'isolement social, ce que je veux dire pour résumer, pour terminer, c'est que ça touche tout le monde, ça touche toutes les générations. Il n'y a pas simplement une catégorie de personnes comme autrefois. Et c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre en compte parce que je pense que ça va aller de pire en pire si on ne fait pas attention dans les années à venir. Je ne veux pas être pessimiste, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans cette société qui a perdu ses repères, très individualiste encore une fois, qui est un peu déboussolée, on ne s'occupe pas forcément des autres et de son voisin. Alors heureusement, il y a des associations, il y a les collectivités aussi qui font beaucoup de choses, mais il faut vraiment se pencher sur ce problème.
Effectivement, la crise sanitaire est venue accentuer le problème et il faut le prendre à bras-le-corps. Et pour ce faire, je vais interroger Pierre-Olivier Lefebvre sur son petit regard à lui sur l'isolement. Oui, bonjour. En fait, c'est compliqué parce que on croise une interrogation personnelle, individuelle et une question de société. Moi, je passe assez peu de temps chez moi. Donc, est-ce que je suis en isolement social? J'en ai pas le sentiment. Et en même temps, peut-être que le jour où je vais m'arrêter, j'aurais pas contribué à créer un réseau relationnel qui fera que je le serai. Donc, pour dire qu'il y a un débat entre la responsabilité personnelle, individuelle, de comment on construit des liens pour ne pas se retrouver en isolement social, et puis en fonction du parcours de vie, de ce que les uns ou les autres vivent, est-ce que quelque part on peut se retrouver en fragilité sociale qui va faire qu'à un moment donné on va être en isolement social parce qu'il y aura eu plus de moins qui auront influencé ma vie que de plus. Et ça, je crois que c'est important. Entre 40 et 80 ans, on perd les 3/4 de ses relations. Ça veut dire que si au moment aux différents temps de la vie, on ne contribue pas à se faire des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, des nouveaux engagements, eh bien, si on connaît 10 personnes, 40 ans plus tard, on en connaîtra moins de 3. Et est-ce que ces 3 seront des relations sociales ou est-ce que ce sera juste des connaissances? Donc on voit qu'on croise quelque chose extrêmement compliqué qui, je dirais presque de l'ordre de la perception, de l'affectif. Je me souviens d'une étude sur l'isolement qui avait été faite par la Fondation de France il y a très longtemps. Et les enquêteurs qui venaient au domicile des personnes âgées, qui posaient la question aux gens, est-ce que vous avez des visites? Disaient, ah non, je ne vois personne. Et les gens qui faisaient des entretiens n'arrêtaient pas d'être dérangés par des visites des personnes. Parce qu'il y avait l'aide à domicile qui venait, parce qu'il y avait l'infirmière qui passait, et ainsi de suite. Et quand on disait, mais non, mais regardez, il y a plein de gens qui viennent. Oui, non, mais ça, c'est normal. Donc en fait, c'est est-ce que quand on voit ces enfants, on considère que comme c'est normal, ils luttent contre l'isolement, ou est-ce qu'ils font partie du paysage et que ce que j'attends, c'est quelque chose d'autre, quelque chose que je vais choisir? Et la question qu'il y a derrière isolement ou pas isolement, c'est le lien social. Donc au final, c'est est-ce que l'isolement, c'est être la solitude? C'est vivre de discrimination liée à son âge, à ses situations. Vous parliez de situations difficiles, vous parliez de cas sociaux, de dévalorisation, donc de reconnaissance. Est-ce que j'existe pour l'autre? Est-ce qu'on vient me voir uniquement parce que je suis incapable? Donc on ne vient pas me voir pour moi, on vient pour me voir compenser des choses que je ne sais pas faire. Des ruptures de vie, ça peut être des déménagements, ça peut être des divorces, ça peut être des veuvages, ça peut être aussi des ruptures de vie positives. Je me suis marié, j'ai eu des enfants et tout ça en fait, moi qui ai 3 enfants, je peux vous dire qu'on ne voyait plus les mêmes gens quand on avait 3 enfants que quand on n'en avait pas, quand on en avait un, parce que quand vous déboulez avec votre famille, et donc est-ce que tout ça, ça génère de l'isolement social et quel message ça renvoie? C'est quelque part l'invisibilité ou la situation qu'on a qui amène à se dire je pose problème à l'autre qui génère de l'isolement. Et puis de l'autre côté, il y a quand même la valeur positive. On est dans un endroit où on parle de solidarité. Donc est-ce que ce qui lutte contre l'isolement social, avant même d'être isolé, et là on est sur le débat public, sur l'engagement sociétal, c'est de vivre ensemble, c'est de faire société. C'est de proposer des échanges entre générations qui vont faire de l'inclusion sociale, mais sans forcément dire qu'on lutte contre l'isolement. En fait, pour moi, certainement, lutter contre l'isolement, la plus grande efficacité, c'est quand on ne dit pas qu'on lutte contre l'isolement, mais qu'on agit à travers un certain nombre de facteurs qui font qu'on permet à chacun d'être valorisé, d'avoir de l'estime de soi, de générer de l'entraide, de travailler sur des formes d'éducation qui font qu'il y a de la solidarité qui s'installe et quelque part de générer des rencontres qui soient positives et qui permettent d'avoir un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance à un milieu de vie et un sentiment d'appartenance à un territoire. Et si on construit ces valeurs-là, eh bien on est dans de l'intégration, on est dans du respect réciproque et quelque part on est en capacité de partager ses connaissances, ses savoirs, ses perceptions et donc de moins subir l'isolement social parce que quelque part on est outillé, on est formé, on est en compétence pour pas mal vivre les choses.
Et c'est le débat entre ces deux enjeux, l'enjeu individuel, qui fait que mon périmètre de vie, à travers mon parcours, va faire que je suis plus ou moins en fragilité, et puis le périmètre des territoires, des collectivités, du lieu, du bassin de vie, qui va à un moment donné générer des choses, qui fait que si je suis un peu plus fragile, eh bien, je sais que le regard qui va être posé sur moi va être plus positif et que donc je vais tomber moins bas ou moins en difficulté et que je connais un environnement bienveillant qui va permettre ça. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez fait ma transition. Après ce premier temps, on a essayé de définir l'isolement social. Nous allons nous pencher sur la manière dont les collectivités territoriales luttent contre l'isolement social, puisqu'il a des conséquences sur la santé. Chez les personnes âgées, on va noter des dégradations, par exemple de la perte d'autonomie. Et je vais rebondir par rapport à la plénière de ce matin, où on nous a présenté l'initiative du Clos des Vignes, qui était une initiative qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, où l'habitat vient aussi prendre en compte le souhait de la personne âgée d'être maintenue au cœur de la cité. Sachant que le défi, pour lutter contre l'isolement, il faut être très transversal, comme vient de le souligner Pierre-Olivier Lefebvre. Le danger de l'isolement social, notamment, et je reviens sur les jeunes, ce sont les réseaux sociaux. On voit bien aujourd'hui, je parlais d'une société qui communique beaucoup, donc c'est bien, il faut communiquer, et les réseaux sociaux sont importants, notamment pour aujourd'hui le congrès d'UNCAS, pour être retransmis, tout ça c'est très bien, c'est l'aspect positif des choses. Mais attention, c'est-à-dire que quand on peut s'isoler soi-même aussi assez facilement, c'est-à-dire qu'on vit dans son monde virtuel et on est sur les réseaux sociaux avec le mauvais aspect des choses. Et on voit beaucoup de jeunes aussi qui rêvent leur vie en fait et qui se détruisent aussi à travers les réseaux sociaux dû à un isolement. Voilà, donc il faut faire très attention à ce revers de la médaille, c'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, il faut compenser. Et un jeune qui n'est pas bien, qui a besoin de repères, etc., peut aussi se dire finalement les réseaux sociaux c'est pas mal, avec là aussi des rencontres virtuelles ou des mauvaises rencontres qui peuvent dégénérer et ça peut aller très loin et être problématique pour le jeune. Ça c'est une première chose. Après, il y a plein d'initiatives qui sont très heureuses, des initiatives souvent pleines de bon sens, du privé, je parlais tout à l'heure des associations, qui font un travail remarquable, et puis bien sûr des collectivités à travers nos CCAS notamment, et qui font un travail remarquable au quotidien auprès de ces populations pour éviter que les gens se sentent seuls. Alors dans nos EHPAD, il y a plein d'animations, peut-être qu'il faudrait renforcer pour combattre cet isolement à domicile, au niveau des personnes âgées, peut-être il y a des choses à faire un peu plus visibles pour le domicile. C'est-à-dire que la personne, elle souhaite rester à domicile, la personne âgée, il faut l'accompagner dans le logement, etc. Mais c'est un autre sujet. Mais il faut peut-être... alors, il y a des choses qui se font, mais peut-être pas assez pour rompre l'isolement. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a l'infirmière qui passe, il y a les services de soins à domicile, toutes les aides à domicile. Il y a le facteur, parce que la Poste s'est lancée maintenant, initiative privée, la Poste s'est lancée aussi dans l'accompagnement des personnes âgées à domicile, changer un peu de métier. Mais voilà, donc il y a tous ces gens qui passent, mais il y a peut-être des choses à inventer par rapport au domicile pour la personne âgée pour qu'elle se sente un peu plus reconnue. Vous l'avez très bien dit, je pense qu'il y a aussi un besoin de reconnaissance et d'appartenir, c'est un sentiment d'appartenance à la même société. Se dire, tiens, je suis reconnue, et là, il y a peut-être des choses pour le domicile à inventer. Dans nos EHPAD, il y a plein de choses qui se font, vraiment. On a des agents qui sont formidables, des animateurs, des animatrices, des gens qui viennent de l'extérieur, il y a des associations qui œuvrent uniquement pour faire de l'animation dans nos EHPAD, qui lisent le journal, qui font de la lecture à haute voix, qui emmènent les personnes âgées au bord de la mer, qui les sortent au restaurant. Il y a plein de choses qui existent. Et souvent, on ne le sait pas forcément, mais il y a plein de choses qui existent pour rompre l'isolement et pour, encore une fois, que la personne âgée, elle se sente aussi reconnue, elle se sente un peu comme tout le monde au sein de la société. Et ça, c'est très important, ce sentiment d'appartenance, et pas de se dire, voilà, j'appartiens à une catégorie qui est un peu sur le banc de touche. Après, pour les autres populations, nos CCAS sont à l'avant-garde de tout ça, c'est-à-dire qu'ils sont en première ligne pour repérer des situations délicates. Et là, il y a des choses à mettre en place, notamment via, là aussi, le CCAS peut être le relais de nombreuses associations qui œuvrent sur le terrain, des associations de loisirs, d'estime de soi,
On a vu tout ce qui est lié au relooking, sur la nutrition, sur l'accompagnement administratif qui est quelquefois très compliqué pour des gens qui sont loin de tout ça. Et Dieu sait si l'administratif est compliqué. Il y a multitude de choses qui existent. Il faut peut-être les mettre encore un peu plus en valeur. Il faut en créer d'autres. Je pense qu'il y a vraiment une boîte d'idées qui peuvent être vraiment mises en valeur. Mais les collectivités font déjà beaucoup. Il y a, je pense, plein de choses encore à inventer. Mais on a ce besoin plus que jamais dans cette société, encore une fois, qui est quand même un peu bousculée. On a notre rôle d'élu est vraiment de ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est-à-dire vraiment mettre tout en œuvre. Alors ça ne passe pas par des grands programmes qui coûtent cher et qu'on n'arrive pas à financer, donc qui restent dans les tiroirs. Ça passe par des petites choses du quotidien, de se dire qu'est-ce qui pourrait intéresser la personne qui arrive dans une commune et qui ne connaît personne, ou les jeunes, j'en parlais, personnes âgées, des personnes en situation de handicap et qui n'ont pas de moyenne de mobilité. De dire comment on peut intégrer ces personnes et surtout qu'elles aient ce sentiment d'appartenance à la vie de la commune, de la communauté de communes. Ça, c'est très important. Donc, c'est des petites choses du quotidien, des petites retrouvailles autour d'un café brioche, un petit groupe de parole. Voilà, c'est des choses qui existent déjà et encore une fois, qui ne coûtent pas cher, mais qui font énormément de bien et qui replacent la personne au sein de la société et qui lui donnent un rôle, une place et une reconnaissance qui est la base pour l'isolement. Si vous deviez nous faire une petite liste des leviers clés pour lutter et prévenir l'isolement, quels seraient-ils ? Être heureux, avoir envie de vivre et se dire que quel que soit son âge, on sert à quelqu'un et à quelque chose. Voilà, ça peut paraître des banalités, mais je pense profondément que il y a différents niveaux en fait du sujet. Il y a les fragilités liées à l'isolement qui sont souvent d'ailleurs au cœur des missions premières des CCAS, qui permettent aux gens de continuer à manger, à se laver, à se soigner, enfin tout ce qu'on a dit, entretenir son chez-soi, et qui, si ça c'est, je dirais, sécurisé, on peut se dire que je suis en capacité d'échanger avec les autres, d'avoir une relation et du coup d'être en capacité de recevoir de l'information pour ensuite vivre sur son territoire. Faire en sorte que je me sens en sécurité, mais pas dans le sens sécuritaire du terme, mais que l'éclairage public fasse que j'ai pas peur de sortir et de tomber, que le revêtement des voiries soit adapté à la façon dont je vais, que je peux retirer de l'argent pour continuer de commercer et d'échanger en étant responsable de mes engagements. Et ça peut paraître quelque part un peu un premier niveau d'accès à des droits, mais qui vont faire que, en fonction de si c'est faisable ou pas, eh bien, je vais être en fragilité ou pas en fragilité par rapport à mon environnement social. Le deuxième niveau, c'est comment on agit au niveau des collectivités. Je vois par exemple mon ami Jacques Bardiot, Jacques qui est là, voilà, qui est adjoint au maire de Maulne-Vitré. Quand ils ont travaillé sur les espaces extérieurs de leur village, eh bien, ils ont travaillé avec les habitants pour en fait questionner les gens. Quel est l'endroit, quels sont les endroits qui sont les lieux de va-et-vient. Si c'est d'aller du centre-bourg au cimetière, eh bien c'est là qu'on va mettre le paquet, qu'on va réfléchir pour générer des espaces extérieurs qui vont faire qu'en fait je vais continuer d'aller et de venir. Ça peut paraître idiot, mais en fait en allant là où je veux aller, comme je veux aller, je lutte contre mon isolement parce que je ne me replie pas sur moi-même et je ne me retrouve pas à rester chez moi dans lequel... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller visiter les gens qui sont isolés, mais la première lutte contre l'isolement, c'est en fait de travailler pour que les gens ne cessent pas d'aller et venir. Donc c'est comment on met en place des toilettes publiques, comme il y a sur la place là à Bourges. C'est comment on met du mobilier urbain qui fait que si je commence à fatiguer, eh bien je peux me poser et repartir. C'est comment je vais à l'échelle d'un CCF ou d'une commune comme à Schulcher mettre en place un système où on va téléphoner à des gens régulièrement en disant « Allô, bonjour, comment ça va ?» pour s'assurer qu'en fait on ne descend pas. Et je pense que le vrai défi
de la lutte contre l'isolement social par rapport, je dirais, à l'accroissement des difficultés que peuvent avoir les différentes générations. Vous parliez des jeunes, mais je pense que même les actifs peuvent se retrouver en isolement autant que les personnes âgées. C'est comment je fais un travail de veille, d'attention, pour montrer que ce n'est pas parce que j'ai un problème que je suis un cas, que je suis un problème. Par exemple, au Havre, quand ils font une maison d'Alia sur l'habitat pour comprendre comment aménager le logement dans lequel je suis, eh bien, ça permet de rester autonome chez soi, mais non pas en disant je veux rester chez moi coûte que coûte, en disant je n'oppose pas le lieu de vie dans lequel je suis à éventuellement d'autres lieux de vie, d'habitat inclusif, intergénérationnel, voire d'EHPAD, mais de trouver des recettes et des façons de faire qui fait qu'on est à chaque fois en attention, je dirais, des différents types d'habitants, en attention des différentes typologies de territoires. On ne fait pas la même chose à la mer qu'on l'a fait en montagne ou dans une grande ville. Et donc ça demande de l'expertise. Et pour moi, cette expertise, elle vient de cette attention et elle vient des professionnels à qui on dédie du temps, je dirais, pour pas simplement résoudre les problèmes de l'urgence. Et de mon point de vue, c'est un vrai défi qu'on a dans les CCAS d'œuvrer pour que d'un côté on réponde aux urgences et aux besoins, je dirais, de premier niveau, et en même temps qu'on construise des relations de confiance, des relations d'attention, des politiques d'ingénierie sociale. Et vous le savez, c'est une des missions de la démarche Ville Amie des Aînés, du label Ville Amie des Aînés. Et je ne le dis pas pour faire de la pub, je le dis parce que quelque part, c'est créer des fondations qui fait que quand on va avoir un plus grand nombre d'habitants âgés, mais aussi de gens en fragilité, eh bien, on aura structuré nos services publics en capacité de répondre à ce défi-là. Si on ne le fait pas, on va simplement modifier les critères d'âge, modifier les critères d'attribution financiers, modifier différents types d'accès aux droits pour dire on a un étage financier ou de personnel et donc vu qu'on a trop de gens, on change la marge d'ajustement et on va perdre cette capacité d'être en lien avec les gens. Et je pense que si on perd cette capacité d'être en lien avec les gens, là on accentuera l'isolement social des plus fragiles et on ne répondra pas à notre mission de service public. Merci Pierre-Olivier. Alors je vais vous proposer de conclure ce débat, parce que le débat touche à sa fin, en revenant sur les impératifs pour que les CCAS puissent continuer à lutter dans le temps contre l'isolement. Il faut arrêter la logique du tout appel à projet où le CCAS peut se positionner sur un financement qui n'est que temporaire et ne lui permet pas de maintenir l'action qu'il aurait mise en œuvre pour lutter contre l'isolement. Il faut également encourager les CCAS qui auraient des projets et qui voudraient les mettre en œuvre. Je vous remercie beaucoup Véronique et Pierre-Olivier et je vous souhaite un très bon congrès.